tous, bienvenue pour cet Insta Live que je suis particulièrement heureuse d'animer parce que ce soir nous allons parler d'un véritable enjeu de santé publique, d'un tabou encore extrême, c'est l'alcoolisme et plus particulièrement l'alcoolisme au féminin, mais surtout les façons de le dépasser, les façons de trouver le courage de s'en sortir. Et c'est une invitée exceptionnelle que nous allons accueillir, qui est Laurence Côté. Mais avant, je vais vous dire quelques mots sur l'association Dare Women. Donc, je suis Charlotte Tourmente, présidente de Dare Women Handicap. Et Dare Women, c'est vraiment la seule communauté inclusive. Nous accueillons les femmes et les hommes qui croient en la nécessité de promouvoir l'audace chez les femmes pour développer tout simplement son épanouissement professionnel. Et elle est composée également de jeunes et de plus expérimentés, de personnes qui ont un handicap ou pas, mais aussi d'entrepreneuses, de salariés, de femmes en recherche d'emploi. Bonjour. Je suis Bonjour ravie Charlotte. de vous accueillir. Donc, j'étais en train de dire, j'allais dire que les trois vraiment valeurs, les trois piliers de Dare Women, c'était l'audace, la solidarité, l'engagement. Et ces trois valeurs, moi qui ai lu votre livre, qui connais votre parcours puisque nous en avons parlé ensemble, c'est vraiment vous. Et donc, c'est pour ça que je suis vraiment particulièrement ravie de vous accueillir. Et, euh, et alors, j'allais vous présenter à ceux qui sont déjà connectés. Donc, vous êtes Laurence Côté. Vous avez connu les affres de l'alcoolisme. Vous êtes abstinente depuis 12 ans. Vous avez écrit un livre, Non, j'ai arrêté. Et vous avez pas seulement eu le courage d'affronter la sortie de l'alcoolisme, qui est très compliquée, mais vous avez en plus eu l'audace, tout simplement d'en faire carrément, un véritable combat de santé publique. Euh, Laurence, en fait, au final, c'est une coupe de champagne de trop qui a fait basculer votre vie. C'était le 24 janvier 2009, je crois. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, d'abord merci Charlotte de me permettre de m'exprimer le plus simplement possible sur une maladie dont très souvent on a honte. Et il a fallu effectivement que je consomme cette coupe de champagne de trop ce jour-là, donc il y a plus de 12 ans maintenant, et c'était à la cérémonie des vœux chez Vinci, où j'étais cadre supérieur, j'avais un très beau poste, j'étais directeur des risques. Je ne voulais pas aller à cette cérémonie des vœux. Je savais déjà depuis plusieurs années que j'avais un très très gros problème avec l'alcool. Je ne savais pas, bien sûr, à l'époque que c'était une maladie, mais en tout cas, je ne voulais pas aller à cette cérémonie parce que je savais que si je prenais une coupe, ça ne pouvait pas s'arrêter là, ça allait être une bouteille, deux bouteilles, etc. Malheureusement, on m'a obligée d'y aller. Et alors même que j'avais demandé qu'on ne me tente pas, eh bien, vous aurez toujours quelqu'un qui vous dira mais si, allez, ne t'inquiète pas, on te surveille, etc. Eh bien non. Arrivé au stade de cette maladie, c'est plus possible de s'arrêter, c'est cette main qui court sur la bouteille et donc ça va m'envoyer par terre. Je vais rester un long moment par terre, devant 654 supérieurs. Ces images, je ne les oublierai jamais. J'ai vu beaucoup de gens s'enfuir parce que je n'étais pas toute seule à boire. Et finalement, bien sûr, c'est douloureux sur le moment de vivre ces instants parce que je perds tout. Je perds ma dignité de femme, je vais vite perdre mon travail, je perds quasiment les peu d'amis qui me restaient. Mais finalement, et au risque de vous surprendre, c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que ce jour-là, ma maladie est mise en lumière. Je n'ai plus à me cacher, puisque tout le monde le voit. En plus,
c'est une ivresse manifeste publique. Ça va se répandre dans ce groupe de 30 000 collaborateurs comme une traînée de poudre, mais à partir de ce jour-là, ce que l'on appelle le déclic dans la tête, c'est-à-dire la fraction de seconde où je vais prendre conscience de ma maladie, ce déclic se produit et je vais me mettre sur le parcours des soins. On va revenir sur ces notions de déclic, mais j'ai lu votre livre. Le lendemain matin, vous rentrez chez vous et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous parlez beaucoup de honte dans le début de votre livre, honte qui justement euh, vous a longtemps paralysé et vous a empêché d'en parler, parce que c'est vrai que c'est pas facile de s'exposer. Et en janvier 2009, voilà. Qu'est-ce que vous ressentez ce jour-là? Alors, d'abord, je vais repartir chez moi dans des conditions rocambolesques, mais j'y arrive. Et c'est vers minuit que je vais sortir tout doucement de ce coma éthylique et que je vais enfin me rendre compte de ce qui s'est passé. Et là, c'est des angoisses épouvantables, c'est une honte indicible. Et je n'ai qu'une envie, c'est de mettre fin à mes jours. Et c'est d'ailleurs ce que j'envisage comme projet de faire le lendemain, le samedi. Et finalement, les circonstances font que je ne vais pas mettre fin à mes jours. Et ce déclic dont on parlera après, va se poursuivre et je vais avoir un regain d'énergie. Je vais en fait rencontrer la bonne personne qui va être un médecin, qui va me dire, Madame, ça n'est pas de votre faute. Vous êtes tout simplement malade. Votre cas n'est pas désespéré. Je peux vous aider. En fait, ces quelques phrases vont me déculpabiliser. Je ne me sens plus jugée. Je me sens mise sur le plan médical. Je me sens devenir une patiente d'une maladie chronique et on va enfin me prendre en soin. Et la honte va donc s'estomper tout doucement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, C'est pour très ça que quand bien. je dis c'est le plus beau jour de ma vie, c'est que enfin on va me parler avec des mots simples et on va me faire comprendre, vous êtes malade. Et ces Et mots de l'addictologue, vous ne les aviez jamais entendus, en sachant que vous aviez fait quand même 2 comas éthyliques, que vous aviez été à l'hôpital, que vous aviez demandé de l'aide auprès de votre psy. Vous n'aviez jamais eu aucune écoute et vous n'aviez jamais entendu ces mots. jamais. Et vous pouvez rajouter le médecin du travail. Bon, Mm. c'est pas possible qu'il n'ait pas vu les marqueurs dans mon urine, puisque chaque année, non, personne a osé, parce que finalement, l'entourage, quel qu'il soit, que ce soit familial ou professionnel, il est également parfois aussi dans la honte. Et on se dit, on préfère ne pas voir. C'est sa vie personnelle. Mm. Et donc, effectivement, personne n'avait pu me parler, personne n'a eu les mots qu'il fallait. Alors, juste une précision, c'était il y a 10 ans. Oui, ça Depuis, a les évolué. choses, oui, oui, Les ça a deux, évolué. allez-y, je vous en prie. Non, non, ça a évolué et je pense que ça évolue grâce à ce type de visioconférence que vous mettez en place. On casse les tabous. On est exactement là pour ça. Et j'ai 2 questions d'Aurélie, de Frédéric, qui se demandent comment on réagit vos collègues. Alors, mes collègues, j'ai été très rapidement bannie, en fait. J'ai été la pestiférée. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Je suis quand même chez Vinci. C'est le numéro 1 mondial du BTP. J'ai sali l'image
de marque de la société. Et mes collègues ont détourné leur regard au moment de ma chute, mais après, ça a continué. C'est-à-dire, j'ai été ostracisée, enfermée dans mon bureau, plus de réunions, plus de regards bienveillants. Non, c'était là Laurence Quetet et plus personne ne me parlait. Ça a été extrêmement douloureux de voir ça, parce que ces collègues, à une certaine époque, alors même que je leur disais non, je veux pas boire, c'était les premiers à m'inciter à boire, quoi. Donc c'est un peu triste ce qui s'est passé. J'ai ma part de responsabilité, bien sûr, dans ce qui s'est passé, mais je pense qu'ils ont également la leur. Et c'est ça qu'il faut changer, changer le regard de la société, changer le regard des proches sur une personne qui a un problème avec l'alcool, mais qui est avant tout une personne en détresse. Tout à fait. Et il y a eu, alors, deux causes en tout cas qui vous paraissent apparentes en 2009. Un drame personnel tout de même, le décès Oui, très brutal de votre mari. Et pour reprendre vos mots, vous finalement vous noyez votre chagrin aussi dans l'alcool. Et comme le signale Margot, mais qui écrit n'associe-t-on pas le milieu du BTP avec l'alcool? Il y avait aussi un environnement professionnel où l'alcool finalement fait partie presque du travail. exactement. À vous écouter, Charlotte, l'alcoolisme, c'est la rencontre de trois paramètres. La personnalité, donc Madame Coté, avec ses souffrances, et vous l'avez évoqué, la souffrance principale, à 35 ans, je perds mon mari dans des conditions violentes et je ne m'en remets pas. Donc la personnalité et son parcours de vie et un deuil à gérer. Deux, l'environnement. Vous l'évoquez, le BTP. C'est un secteur les plus impactés par l'alcool. D'accord? Trois, le produit, l'alcool. L'alcool, il était constamment présent dans les repas d'affaires, dans les cérémonies des vœux, dans les week-ends incentives, tout ce que vous voulez. L'alcool était presque un outil de management pour retenir les salariés sur leur lieu de travail. Et en fait, on mélangeait vie privée, vie professionnelle grâce à cet alcool qui très souvent était en open bar. Donc ces trois paramètres étaient présents et ont fait de moi une malade alcoolique. Question de Myriam, vos collègues étaient-ils en majorité des hommes? Oui, très très bonne question. Et c'était le BTP, c'est 90% d'hommes, très peu de femmes. Et ça a été toute la problématique pour moi de trouver ma place dans ce monde d'hommes. Et très vite, c'est-à-dire j'ai fait toute ma carrière dans le BTP. J'ai démarré à 25 ans. Et à 25 ans, on me tendait déjà des très bons vins, des coupes de champagne, etc. Très sincèrement, je ne me voyais pas refuser la coupe de champagne, le verre de vin, parce que mon intégration n'aurait pas pu se faire. Et la sanction est terrible parce que finalement c'est une femme qui se distingue par rapport à cet alcool et c'est encore plus honteux. On abordera peut-être la On va question y de venir l'alcoolisme. justement. Quelles sont les particularités de l'alcoolisme au féminin? Alors, bah, la première particularité, c'est l'image qu'une femme alcoolique renvoie. C'est pas beau. C'est pas beau à voir. C'est tout de suite considéré, c'est qualifié comme une pochetronne, une débauchée, etc. C'est assimilé comme une femme facile. Et je puis dire d'ailleurs que comme ayant été très vite veuve à 35 ans, j'ai passé mon temps, moi, à être sollicitée par ces messieurs. Je refusais leurs avances, mais donc je prenais aussi l'alcool pour me désangoisser par rapport à cela. Donc l'image, alors qu'un homme, on dira toujours, oh, il a une sacrée descente, il nous a encore fait bien rire. Bon. Après, autre distinction, le type d'alcool que l'on consomme. La femme qui fait beaucoup plus attention à son poids va plutôt partir sur des alcools entre guillemets légers, donc le vin, les vins cuits, le champagne. Et alors que l'homme va plutôt part sur les alcools forts, hein, la vodka, le pastis, le whisky, etc. Cette distinction est en train de s'estomper. Je vois les jeunes femmes beaucoup plus en train de carburer avec de la vodka, par exemple. Donc c'est en train de s'estomper.
Et alors, après, il y a comme particularité ce qui se cache derrière le masque alcool. Il faut bien avoir conscience que l'alcool, c'est un masque. On va retirer le masque de Madame Petet. Quelles étaient les souffrances qui se cachent derrière le masque? Et là, on retrouve souvent chez la femme des traumatismes liés à l'enfance, qui sont intimes, liés à l'intime. C'est des viols, des incestes, beaucoup de violences physiques et psychiques, du harcèlement, et après les deuils, ça j'ai connu. Donc on a ces souffrances qui sont propres à la femme que l'on retrouve beaucoup moins chez l'homme. Voilà D'accord. pour Ouais. les différences. On y reviendra un peu plus tard aussi, mais est-ce que, puisqu'on est dans l'alcoolisme au féminin, euh, est-ce que la femme tarde plus à consulter, elle qui a tellement l'habitude de sacrifier un peu, ou en tout cas de faire passer les autres avant, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, effectivement, vous avez raison. Alors, on n'a pas des statistiques très précises sur le nombre de femmes qui ont un problème avec l'alcool. On les estime à 1 million, 1,5 million, ce qui est énorme. Elles vont tarder à se faire soigner, tout simplement parce que la femme doit montrer l'exemple. Elle porte le ménage, elle porte des tâches de ménage, mais également des tâches professionnelles. Elle porte l'enfant. Et elle est beaucoup plus dans la culpabilité que l'homme. Donc, elle est dans la honte. Et donc, à partir du moment où on est repéré, et ça, je l'ai vécu, il y a un moment, on a commencé à dire dans mon milieu professionnel, dis donc, Madame Côté, c'est une sacrée professionnelle, mais qu'est-ce qu'elle picole? À partir du moment où ça m'a été remonté à mes oreilles, parce que de mes collaborateurs sont venus me le dire, eh bien, je me suis dit, aïe, j'ai été repérée, il faut que je fasse attention. Donc là, j'ai fait beaucoup plus attention sur ma consommation publique. Je quittais les cérémonies au bout de 5-6 verres, ce qui était déjà énorme, et je partais chez moi et je continuais seule chez moi à boire. Je me cachais. Et mon histoire n'a rien d'étonnant. Les femmes se cachent. Donc à partir de là, elles vont aller consulter quand souvent il est trop tard. C'est-à-dire soit le corps est atteint par une autre maladie, ça peut être un cancer, cancer du sein, cancer des voies aérodigestives, cancer du pancréas, ou ça peut être une cirrhose du foie, ou une pancréatite, ou d'autres choses que vous, qui êtes médecin, connaissez bien mieux que moi. Donc malheureusement, c'est parfois une autre maladie qui va faire que notre alcoolisme est mis en lumière. Pour toutes celles et ceux qui nous regardent, à partir de quand on peut se dire, là, ma consommation est problématique, je devrais réagir? Parce qu'il y a les Avec, repères de 2 verres par jour maximum, 10 verres par semaine maximum, et donc on ne boit pas tous les jours. Mais si on est en dehors ou pas d'ailleurs de ces repères, à partir de quand réagir? alors, moi, avec le recul, hein, puisque j'ai quand même 10 années Oui. maintenant, j'ai 12 années d'abstinence, avec le recul, pour la femme, le conseil que je donne, c'est à partir du moment où vous buvez pour vous et seul un verre de vin, ça doit vous alerter. Parce que ça n'est pas normal. Un verre de vin ou autre chose, hein, un verre d'alcool. L'alcool, ça doit rester un produit convivial que l'on partage avec d'autres. L'alcool ne doit pas être bu seul. C'est comme ça, moi, que ça a démarré. Lorsque j'ai commencé, et je me souviendrai toujours de cette journée où un jour, j'ouvre une bouteille de vin pour moi toute seule. Et j'étais mal ce jour-là. Donc je me suis servi de cet alcool comme un psychotrope, comme un désangoissant. Et là, c'est le début d'un engrenage. Parce que ça va vite devenir un verre, 2 verres, tous les jours, etc. Là, ça doit alerter. Il faut toujours se rappeler, l'alcool doit se partager. Après, à partir du moment où on dépasse les seuils, et je pense, Charlotte, qu'il faut les rappeler, ces seuils, c'est 2 verres par jour et pas tous les jours. C'est 10 verres par semaine
et je les étale en, pendant la semaine en veillant à ne pas boire pendant 2 jours consécutifs. D'autres signes doivent alerter. À partir du moment où vous allez chez quelqu'un, parce que pour faire la fête, et que vous ne concevez pas faire la fête sans alcool, là, ça doit aussi vous alerter. À partir du moment où vous n'allez plus à tel endroit, parce que vous savez qu'il n'y a pas assez d'alcool, parce que vous savez que la personne, au bout de 2 verres, ne sort plus une nouvelle bouteille, là, ça doit vous alerter. Vous voyez, c'est tous des petits signes qui sont simples, hein, de la vie courante, qui doivent amener la personne à ne pas avoir honte de ce problème, parce que ça n'est peut-être pas dramatique, mais ça vaut la peine de s'interroger et d'aller en parler à son médecin traitant ou à une personne qui a connu la maladie comme moi, ou à sa gynécologue, à qui vous voulez, mais ne restez pas seul avec une interrogation si vous n'avez pas la réponse. Et si vous êtes un peu inquiète de la réponse. Et Laurence, on est chez Woman, donc on va parler d'audace, de comment vous avez fait, quels ont été les leviers pour surmonter la peur du jugement. Je rappelle qu'en 2009, l'alcoolisme au féminin était un tabou incroyable. Il est encore aujourd'hui. Alors, quels ont été vos leviers? Alors, c'est vrai que d'abord, il faut du temps pour se soigner, hein. On a mis des années pour se détruire. On va donc mettre des années pour se construire ou se reconstruire. Bon. Et moi, c'est de nouveau un épisode dramatique qui va faire que je vais prendre la décision de témoigner à visage découvert. Ça s'est produit, j'avais 4 années d'abstinence, ce qui est pas mal, mais on est encore fragile. J'avais pas encore d'ailleurs vraiment commencé la psychothérapie pour répondre à les questions pourquoi je bois. Mais au bout de 4 années d'abstinence, j'ai ma petite sœur que j'adorais, Marie, qui va se suicider. Elle avait aussi, Marie, des gros problèmes avec l'alcool. Je le savais, j'essayais de l'aider. On habitait à 1000 kilomètres l'une de l'autre, donc je le faisais par téléphone, mais je savais qu'elle avait ce gros problème. Elle savait aussi, moi, que j'étais dans l'abstinence. Et elle était admirative. Malheureusement, Marie s'en sort pas et se suicide. Le jour de l'enterrement, et là je vous dévoile un petit secret, mais le jour de l'enterrement, je découvre que Marie avait subi un viol. Donc je comprends la souffrance qui est la sienne, qui se cache derrière cet alcool. Et ce drame, ce traumatisme, moi je ne le savais pas, mais il était connu de certaines personnes de ma famille. Et à partir du moment où je vois que cette famille veut étouffer ce drame, et donc la mort de ma petite sœur, c'est ça qui va me faire réagir et je vais décider de casser le tabou, casser les tabous, casser ces secrets de famille et je décide de témoigner de mon histoire à visage découvert et je le fais sur TF1 dans le portrait de 7 à 8 de Harry Roselmack et pendant 9 minutes, à visage découvert, je raconte mon histoire sur mon alcool. Donc j'arrête de me cacher et je décide, en fait je fais un pied de nez à ma famille. Et là, c'est le deuxième plus beau jour de ma vie parce que je vais commencer une petite carrière entre guillemets, hein. Je vais me passionner pour l'alcoolisme, cette maladie et les autres addictions. Et enfin, vous me posez d'autres questions, mais je vais commencer un parcours médiatique autour de l'alcoolisme. Voilà. Et donc je trouve l'audace, voilà, hein, que j'avais pas. Et donc vous voyez, c'est un deuxième drame qui me donne cette audace de casser les tabous et je n'ai aucun regret de l'avoir fait. Il fallait le faire. Voilà. C'est impressionnant. Et quels sont vos conseils finalement pour oser parler
de ses faiblesses, ce qui est jamais facile, surtout quand on est une Wonder Woman où on a l'habitude quand même de composer et puis d'avoir une figure forte. Mais comment on fait pour parler de ses faiblesses? Alors, moi, je ne peux parler que de mon histoire. Hein. Comment j'ai fait? Eh ben, j'ai, en fait, j'ai arrêté de me situer dans le paraître et j'ai décidé d'être. J'ai décidé de dire bye bye à mes principes éducatifs euh, de ma famille. Alors, je suis d'un milieu bourgeois où on parle, on cache, on paraît toujours quelqu'un de bien, alors qu'en fait, c'est pas le cas, puisque j'étais alcoolique. Hein. Et j'ai dit bye bye à tout ça, et j'ai dit maintenant, je me suis questionnée, mais j'ai commencé à ce moment-là une psychothérapie, j'ai fait un travail d'introspection, j'ai travaillé mes souffrances qui étaient les miennes, qui n'étaient pas très très éloignées de celles de ma petite sœur, et j'ai décidé d'être, c'est-à-dire de vivre pour moi, de me faire plaisir. Et mon plaisir à moi, c'est de faire ce que je suis en train de faire avec vous. C'est de me sentir heureuse de transmettre un savoir, de ce que j'ai compris de cette maladie, qui est une maladie honteuse, et qui l'est encore pour des millions de gens. Donc de transmettre ce que j'ai compris, de donner de l'espoir, et j'ai donc arrêté mon métier d'avocate, parce qu'en fait, j'étais devenue avocate au barreau de Grenoble. J'ai arrêté tout ça. J'ai décidé de me former. J'ai passé 2 diplômes universitaires en addictologie et en éducation thérapeutique. Je me suis formée pour être conférencière et j'ai écrit des livres. Et voilà, vous m'avez maintenant devant vous. Je suis heureuse de faire ce que je fais. J'ai pas l'impression d'être audacieuse parce que je le fais avec un naturel. Ça me paraît évident. Vous comprenez? De Ah, très casser bien. ce tabou. De casser ce tabou parce que d'abord, peu de femmes l'avaient fait. Je suis peut-être une des premières à l'avoir fait et de continuer à le faire. Et je suis heureuse. Vous voyez, je suis heureuse. J'ai même l'impression parfois d'être une miraculée. Donc voilà, j'ai tout résumé. Ouais. Mais vous avez mis du sens et de l'engagement, en fait. Au-delà dans l'être, au lieu du paraître, voilà, c'est vraiment. Et c'est très beau, d'ailleurs, comme parcours. Mais et pour ceux qui nous regardent, concrètement, euh, comment on ose en parler à ses proches? Est-ce qu'il faut choisir certaines personnes? Qu'en pensez-vous? D'abord, tout le monde n'est pas capable de faire le chemin que je fais. Hein. C'est à chacun de savoir ce qu'il a envie de faire. Hein. Comment on ose parler? Moi, j'ai un franc-parler. Depuis toute petite, je me souviens, je passais mon temps à la porte de la classe parce que j'étais une effrontée. Donc, ça fait, c'est mon tempérament. C'est mon tempérament. Je suis une femme à risque. J'aime prendre des risques. Et j'ai osé devant tout le monde parler de mon alcoolisme. Mais tout le monde, ça conviendra pas à tout le monde. Hein. Donc c'est à chacun de savoir ce qu'il a envie de faire. Vous connaissez l'association des alcooliques anonymes. Hein. Beaucoup restent dans l'anonymat de cette maladie et c'est leur choix. Hein, ça se respecte. Hein. Moi, j'ai senti que j'avais quelque chose à faire et pour être heureuse. Et je suis heureuse de le faire. Alors, comment oser parler maintenant à quelqu'un qui a ce problème, si c'est ça votre question? Il faut beaucoup, d'abord, il faut comprendre que c'est une vraie maladie, hein, que la personne qui en souffre est en détresse, que très souvent, elle n'est pas dans le déni. Elle sait très bien qu'elle a ce problème. Je suis sûre que des personnes qui nous écoutent, ça va faire résonance. Et peut-être qu'elles se diront, ah là là, c'est vrai que j'ai un problème, je vais aller en parler. Parce que la personne n'est très souvent plus dans le déni. Par contre, on est souvent dans cette honte d'en parler. Et c'est ça qu'il faut arriver à dépasser.
N'ayez pas honte, c'est une maladie comme n'importe quelle autre maladie chronique et elle se soigne. La preuve, regardez-moi, abstinente depuis 12 ans, je n'ai plus besoin de cet alcool pour être bien. Il faut se soigner, c'est long, mais je connais beaucoup de gens qui y arrivent. Après, elles en parlent ou ils en parlent ou n'en parlent pas. C'est un choix. C'est un choix qui regarde la personne. Tout à fait. On va aborder la prise en charge. Donc, vous avez dit quelques mots. Donc, il y a eu ce fameux addictologue qui a su vous déculpabiliser, enlever cette honte qui n'avait pas lieu d'être et se faire aider par des spécialistes, c'est incontournable. Je connais peu de gens qui s'en sortent par eux-mêmes. D'abord parce qu'il y a ce sevrage à faire, hein, le sevrage, c'est-à-dire plus d'alcool. Il ne faut pas le faire seul, parce que si on est dans la dépendance en quelques mots, c'est être obsédé par le produit. Il n'y a que l'alcool qui comptait à l'époque pour moi. On ne fait pas un sevrage seul, parce qu'on risque le délirium très mince ou une crise d'épilepsie. Donc il faut se faire aider. On peut le faire de manière par la voie hospitalière ou en ambulatoire. Il y en a beaucoup qui le font en ambulatoire. Après, il y a la deuxième phase qui est beaucoup plus longue, qui est beaucoup plus douloureuse, et qui est la phase psychothérapeutique. Et là, il faut se faire aider par un psychologue ou un médecin psychiatre, addictologue ou un psychanalyste. Il faut trouver la bonne personne avec qui on va creuser. Moi, je dis souvent, une personne alcoolique, c'est une personne fracassée. C'est un pulse qu'il faut remettre sur la table et qu'il faut reconstruire pièce par pièce et étape par étape. C'est long et il faut se faire aider par un soignant. Et après, c'est la phase, vous en avez dit un mot, de redonner un sens à sa vie, c'est la construction ou la reconstruction. Et ça peut se faire seul. Moi, je l'ai fait seul. J'ai trouvé les ressources en moi. Et j'ai trouvé aussi des chouettes personnes. Hein. La vie est faite de quelques rencontres. Je pense d'ailleurs, Charlotte, que c'est une rencontre. Moi, la fois où je vous ai vu, d'abord on s'est eu au téléphone, et puis la fois où j'ai regardé comment vous parlez de votre propre maladie chronique, ça a été pour moi, j'ai dit, cette femme, je veux la rencontrer. Voilà, Ah, donc, on se rencontrera. Ah, bah, mais déjà, je veux vous parler et je veux faire ce que nous sommes en train de faire parce que parce que c'est thérapeutique pour moi, parce que vous êtes médecin, parce que nous sommes écoutés par d'autres personnes, parce que voilà, c'est donc redonner un sens et être heureuse dans ce qu'on fait. Voilà, c'est ça, ce parcours de soins, c'est long. Hein. Moi, j'ai quand même mis une dizaine d'années avant d'être celle que je suis. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas désespérer. On fait des pas de côté. Des pas de côté, c'est des réalcoolisations. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais ça arrive. Mais c'est pas grave. C'est une étape que l'on franchit et on continue à petits pas à aller vers cette sobriété qui doit être heureuse au final. Voilà. Et cette sobriété, c'est aussi, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle. Et vous donnez dans votre livre, qui est beaucoup plus qu'un simple témoignage, parce que c'est un véritable manuel qui permet de se questionner sur sa consommation d'alcool, quel qu'on soit alcoolique ou pas. Et c'est particulièrement intéressant. Vous donnez énormément de conseils pratiques euh, qui, euh, qui sont très pertinents et qu'on peut mettre en œuvre assez facilement. Mais moi, j'ai trouvé que vous disiez que voilà, ce qui était très important, c'était de maintenir la sobriété émotionnelle, de comprendre quelles émotions poussaient à boire. Et c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de troubles anxieux, de dépression associés à l'alcoolisme et auxquels il faut s'attaquer. Et une psychothérapie semble assez indispensable. Mais vous l'avez dit, je pense que c'est même la phase la plus compliquée, mais c'est la plus importante. On dit souvent l'alcoolisme, c'est la maladie des émotions.
Et d'ailleurs, les personnes alcooliques sont souvent des personnes hyper sensibles. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je pleurais tout le temps. J'arrivais pas d'ailleurs à m'exprimer, ou quand je le faisais, on me mettait à la porte. Donc j'aurais eu besoin à l'époque d'une psychologue qui m'accompagne, qui mette des mots sur mes souffrances que j'arrivais pas. Voilà. Et ces émotions, elles sont toujours là. La fois où j'ai eu le plus peur par rapport à mon abstinence, c'est le jour où j'apprends que ma petite sœur est morte. Là, j'aurais pu me réalcooliser, mais vitesse grand V. Hein. Tout de suite, j'ai foncé chez le médecin et il m'a pris en charge. Et là, j'ai vraiment commencé ma psychothérapie. Donc, la gestion des émotions est toujours là. Je veille à ce qu'elle soit toujours équilibrée. Je veille à ne plus être tout en haut ou tout en bas, hein, parce que j'ai été dépressive aussi, donc j'ai soigné ma dépression. Et d'ailleurs, je dis souvent, mon alcoolisme, je me suis guérie, je me sens guérie, j'y toucherai plus. Par contre, ma dépression, elle est toujours un petit peu là, je fais toujours très attention. Dès que je sens que eh ben, je vais tout de suite reconsulter mon psychiatre qui va me donner peut-être un protocole médicamenteux, etc. Donc, c'est ça le plus important, gérer ses émotions et quelles que soient les addictions, produits ou comportements, c'est de toutes les façons euh, une maladie des émotions. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, on a besoin de l'aide des psys pour le faire. Bien sûr. Alors, vous avez un nombre de bravo, madame, quel courage, quelle audace, bravo pour votre courage, quelle audace. Mille merci pour vos paroles sincères et très fortes. Il y a aussi comment parler à celui ou à celle proche de soi qui abuse de l'alcool. Et quand hier nous nous sommes parlé et avons préparé cette interview, vous me disiez il faut absolument en parler à une personne de confiance. C'est la clé. Oui, ah oui, oui. D'abord, comment en parler? Il faut en parler avec son cœur. Il faut d'abord avec bienveillance, avec non-jugement. Je ne juge pas une personne qui a un problème avec l'alcool. Je pense qu'elle a un problème, donc je vais l'évoquer. Alors, pour moi, c'est beaucoup plus simple parce que il suffit de dire, tu sais, j'ai eu un problème d'alcoolisme, et donc tout de suite la personne, on se sent en résonance, quoi. On est d'égal à égal, on est de pair à pair. Mais par contre, quand on repère quelqu'un qu'on aime et on suppute un problème d'alcool, eh bien, c'est tellement simple de dire, tiens, tu sais, il y a des livres sur la question où j'ai entendu une personne qui parlait d'un éventuel problème d'alcool. Tu penses pas que ce serait bien tu veux pas qu'on en parle ensemble, etc. Il faut utiliser un outil, un témoignage, un livre, et ne pas aborder en frontal Oui. cette question-là. Hein. Et ça marche. Et alors après, amener la personne dans un groupe de parole, parce qu'on n'a pas cité les associations. Moi-même, je suis présidente d'une Oui. association qui marche du tonnerre de Dieu, avec des groupes de parole tous les mardis en visioconférence, etc. Et maintenant, on a vraiment des très le problème à regarder. Ah, Je suis sûre, Charlotte, je suis sûre que dans les personnes qui nous écoutent, la manière dont on en parle, la manière dont vous posez la question, et vous me permettez donc d'en parler très simplement de cette maladie honteuse, je suis sûre que ça peut faire résonance et ça pourra aider une personne qui, si elle a un problème, d'aller à la rencontre d'un soignant pour obtenir de l'aide. Voilà, et parler avec son cœur. ouais. C'est vraiment pour ça en fait qu'on a organisé cet Insta Live avec Frédéric Picard de Bihan parce que on voulait dire aux personnes, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous orienter vers les personnes qu'il faut, les personnes comme Laurence qui ont un réseau médical, mais pas seulement parce qu'on l'a compris, les associations de patients et le partage d'expériences, il est fondamental. Voilà, donc vraiment, je vous le dis, je confirme les dires de Laurence. Vous n'hésitez surtout pas à nous envoyer un mail, à nous appeler. On est là. C'est ça l'audace aussi. Donc, et surtout la solidarité. Donc, on est là, on est vraiment là pour vous. Et Laurence, il y a encore quelques questions. Euh,
Alors, Aurélie demande, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore difficile de résister à l'alcool? Et moi, je vais enchaîner sur, si oui, euh, comment faire pour résister? Alors, pour moi, ça n'est plus du tout un problème. Hein, parce que je n'en ai plus besoin. Vous l'avez bien compris, j'utilisais l'alcool comme un psychotrope, j'ai réglé mes problèmes, je n'ai plus besoin de ce psychotrope. La chance que j'ai, c'est que je suis transparente avec les gens. Donc tout le monde sait, mes meilleurs amis savent, Laurence Côté, plus d'alcool. Parce que l'idéal, c'est de plus y toucher. Par contre, je continue à aimer l'alcool. Mes meilleurs amis sont des amateurs. Ils le boivent toujours avec modération. Et ça me réjouit parce que l'alcool m'a apporté beaucoup de plaisir aussi. Hein. Vous savez, l'alcool a été mon meilleur ami, il m'a sauvé aussi. L'alcool m'a permis parfois de supporter l'insupportable. C'est une stratégie que j'ai mis en place. Ça m'a pas toujours réussi, mais j'oublie pas cet alcool plaisir. Et 90% des gens ont cet alcool plaisir. Donc, ces visioconférences sont organisées pour que vous restiez dans cet alcool plaisir et que vous ne tombiez pas dans la zone grise, voire dans la zone rouge de la dépendance. Si par contre, vous êtes dans une abstinence fragile et que ça reste encore un problème pour vous de voir une bouteille d'alcool, eh ben, il faut tout faire pour pas les voir. Il faut pas en avoir chez soi. Il faut pas aller chez des gens qui le consomment. Il faut encore donc rester très égoïste et se protéger. Et après, vous allez voir, tout doucement, ça va s'estomper et l'alcool ne sera plus un problème pour vous. Voilà. Ça fait partie du parcours des soins. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, c'est très long, hein, il faut du temps, mais tout doucement, cet alcool va s'éloigner de vous parce que vous allez mettre en place d'autres plaisirs que l'alcool. Ouais. Voilà. Et c'est un travail de longue haleine, avec un entretien Oui, quotidien. Et oui. Laurence, donc aujourd'hui, vous êtes coach en addictologie. Vous avez écrit votre livre. euh, Est-ce que vous l'auriez à tout hasard ou voilà, qu'on le voit tout Je de me suis même. permise de vous l'amener. Ah ben vous Voilà. avez bien fait. Non, j'ai arrêté et trouvé un chemin de sortie vers l'alcool. Et vraiment, je le recommande parce que c'est extrêmement intéressant. Enfin, moi, j'ai adoré. On trouve beaucoup de leviers, de ressorts, même quand on n'est pas dépendant à l'alcool, parce que finalement, c'est aussi des conseils audacieux. Ce qui me permet d'ailleurs de faire vous poser la question. Quel est votre conseil audacieux? Mon conseil audacieux, c'est d'être soi-même. C'est-à-dire oser être soi-même. Je vais vous faire une petite anecdote. Vous savez, quand j'étais alcoolique, je me cachais. Quand je suis devenue abstinente, j'ai décidé de me montrer à visage découvert. Ma propre famille, vous avez compris, qui est bourgeoise, a commencé à me dire, écoute Laurence, ça va bien, tes apparitions dans les médias, on s'en passerait. Bon, maintenant que tu es abstinente, qu'est-ce que tu as besoin de toujours parler de ça? Eh bien, l'audace que j'ai eue, c'est de leur dire, écoutez, je vous mets en stand-by, moi je continuerai à parler de cette maladie pour casser les tabous parce que ça peut aider d'autres personnes. Que ça vous plaise ou pas, moi je continuerai. C'est ça être audacieuse. C'est larguer le jugement des autres et être soi. Ça a été ça, mon audace à moi. Et je ne le regrette pas. Il y a encore plein de choses à faire sur la maladie alcoolique, notamment chez les femmes. Bah, oui, Voilà. effectivement. Et alors, on est à la fin du mois de janvier, mais vous êtes particulièrement investi dans une initiative, vous voyez à laquelle je pense. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors bah, c'est peut-être le plus beau projet audacieux que j'ai mis en place le 4 janvier 2019 sur Facebook. Je lance un groupe Janvier Sobre. Et cette année, nous vivons la 3e édition, hein, de Janvier Sobre, qui permet à tous les Français qui le souhaitent de s'interroger sur leur relation à l'alcool, de voir si elle est normale, excessive ou abusive, et de se fixer son propre défi. Moi, j'ai pas voulu janvier sec où c'est zéro alcool pendant tout le mois. Non. J'ai dit,
soyez responsable, fixez-vous votre propre défi. Alors, certains vont prendre zéro alcool, d'autres vont prendre pendant le mois, d'autres vont prendre zéro alcool pendant la semaine, mais par contre, un verre le samedi en famille et le dimanche. L'important, c'est de se fixer soi-même son défi. Parce que quand on réussit, parce que ça dépend de sa relation à l'alcool, et jour après jour, on est tellement fier de réussir son défi et de ressentir aussi les bienfaits de cette abstinence, surtout quand on sort des excès des fêtes. Donc c'est ça, Janvier sobre, c'est que de la pédagogie, on n'est pas dans de l'interdit. Et là, je suis en train de préparer le communiqué de presse puisqu'on arrive à la fin. Et en fait, on a eu 40 000 téléchargements du kit d'accompagnement que vous retrouvez sur notre site www.janviersob.fr. Et cette année, les entreprises se sont énormément investies pour leurs salariés. Elles le font dans le cadre de leur responsabilité sociale et environnementale. Donc voilà, c'est un succès, c'est une petite initiative citoyenne audacieuse et que je porte aujourd'hui grâce à mon association parce que je ne suis pas toute seule et j'en profite d'ailleurs pour remercier en direct toute mon équipe. Voilà. Ah bah, très bien. Mais l'année prochaine, vous viendrez nous en parler dès alors peut-être pas le 1er janvier, mais dès le 2 janvier. Et Avec plaisir. je voulais juste, dernière question, est-ce que, je sais que vous faites énormément de témoignages en entreprise, j'avais une question de Margot, je crois, qui demandait si, à votre avis, est-ce que durant les événements des entreprises, il fallait interdire l'alcool? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne suis pas pour l'interdiction. Je ne suis pas parce que d'abord, je fais toute ma carrière en entreprise. Et 90% des Français, des salariés n'ont pas de problème avec l'alcool. Et de temps en temps, quand il y a un pot d'entreprise, c'est convivial. Et ça doit rester convivial pour ces 90%. Donc je ne suis pas pour interdire, bien au contraire, parce que de toutes les façons, si vous interdisez, vous avez 50% des salariés qui ne viendront pas et qui feront leur pot de manière clandestine. Et j'en parle d'ailleurs dans mon livre, hein, ces pots clandestins. Donc je suis pour encadrer la consommation d'alcool, en veillant à ce qu'il y ait, par exemple, autant de boissons alcoolisées que non alcoolisées, en veillant, si quelqu'un a un peu trop bu, à le reconduire, etc. C'est-à-dire donc à encadrer et à aider les salariés à être responsables de leur consommation d'alcool. Voilà. Et ça marche. Évidemment, et beaucoup plus de gens adhèrent. Et donc, Bien c'est sûr. ça qui Exactement. permet, c'est ça qui fonctionne. Exactement comme le janvier sobre ou le janvier sec. C'est Le ça. dry January, moi, j'ai pas voulu. Je me suis dit, en France, on a cette tradition de l'alcool amateur, je l'apprécie. Eh bien, on va rester dans du sobre et ça marche. Les gens viennent beaucoup plus, surtout entre nous, dans ce contexte anxiogène, liberticide de la Covid. Hein. Donc voilà, le contexte aujourd'hui est beaucoup plus sur la sobriété que sur les interdits. On n'en peut plus des interdits. Ah, Il faut quand même que de temps en temps on se fasse plaisir. oui, Voilà. tout à fait. Et puis, question, où achète-t-on votre livre? Alors d'abord, merci C'est important pour, quand même. pour cette proposition. Alors donc il a été édité par Interédition. Donc vous le trouvez ou sur le site d'Interédition ou dans toutes les librairies parce qu'en fait il est très très bien achalandé ou sur Amazon. Mais bon, si vous n'aimez pas Amazon, il ne faut pas aller sur Amazon. Voilà. Mais Et vous le puis, trouvez partout, très il facilement. existe aussi en e-book pour ceux qui préfèrent Oui, les oui, e-books. oui, Alors, vous avez oui. plein de compliments, je vais finir par ça. Quelle femme, un immense merci pour votre sincérité, votre générosité. Quel beau témoignage généreux, notre plaisir est de vous écouter. Il y en a énormément et moi vraiment, je vous remercie mais infiniment, Laurence. J'ai le grand plaisir, et je l'annonce en direct, de dire que vous allez rejoindre la communauté Dare Woman et nous Avec sommes plaisir. très fiers de vous avoir parmi nous.
Et voilà, encore merci pour cette sincérité, le partage de vos leviers d'audace. À très bientôt, j'espère. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Charlotte, merci à tous les auditrices. À À, bientôt. à bientôt.